Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Pascal. Bonsoir Sophie. Il est 19h, bienvenue à tous et très bonne année 2014. Santé, bonne humeur et beaucoup de bonheur. On démarre cette année 2014 donc avec à la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 6 janvier. Les vœux du préfet Henri-Michel Comet aujourd'hui, l'occasion de l'interpeller sur le dossier des emplois aidés, mais aussi, actualité oblige, la venue de Dieudonné à Toulouse. Législative. À 3 mois du scrutin, portrait du 6e candidat officiellement déclaré, le sénateur Jean-Pierre Plancade. Enfin, après de nombreuses discussions et incompréhensions, les tatoueurs pourront finalement continuer à utiliser la couleur. Nous avons donné un coup de caméra chez l'un des artistes tatoueurs de la Ville Rose, vous verrez dans cette édition. C'est la tradition de ce début d'année, les vœux à la presse. Ce matin, c'est donc le préfet de région, Henri-Michel Comet, qui a ouvert le bal, l'occasion de l'interpeller sur les dossiers de la fin de l'année 2013 et notamment les emplois aidés. Ils représentent 162 millions d'euros dans notre région. Plus de 21 000 personnes en ont bénéficié en 2013. Mais avant de revenir sur ce dossier, une question qui brûle les lèvres. Dieudonné doit venir au Zénith de Toulouse le 22 février prochain, alors que le ministre de l'Intérieur Manuel Valls a finalisé aujourd'hui même une circulaire qui sera envoyée à tous les préfets de France interdisant le spectacle du comédien. Comment appréhende-t-on cette manifestation dans la Ville Rose? On écoute tout de suite le préfet de Haute-Garonne au micro de Jean-Marc Lucas et d'Alain Sorat. On parle beaucoup en ce moment du spectacle de Dieudonné. Est-ce que des mesures précises risquent d'être prises d'ici le 22 février? Il devrait se produire au Zénith normalement. Le ministre de l'Intérieur nous a demandé de manière très claire d'être rigoureux, d'être exigeant. Donc je m'inscris totalement dans cette orientation, je l'ai dit publiquement. À présent, les spectacles sont prévus dans d'autres villes. Avant le spectacle prévu à Toulouse. Donc nous sommes en train de voir au plan national effectivement les mesures à prendre. Cas après cas, Nantes, Bordeaux, puis Toulouse, etc. Donc nous sommes dans une démarche très claire en matière de perspective. Les modalités sont à définir situation après situation. Mais est-ce que vous craignez moins le spectacle de Dieudonné que les contre-manifestations qui pourraient avoir lieu? L'ensemble, le tout vraiment fait un ensemble. Savoir que le spectacle de Dieudonné doit s'inscrire certes dans la liberté de création, mais aussi dans le respect de ne pas prononcer des propos racistes, par exemple. Donc il y a cette contrainte-là, mais il y a aussi la contrainte de la paix publique, de l'ordre public, du respect de la tranquillité publique. Et c'est l'ensemble de ces contraintes que j'analyserai. L'une n'est pas supérieure à l'autre, je dois regarder l'ensemble du sujet, et dans cette analyse-là, je serai rigoureux. Le préfet aujourd'hui, lors de sa présentation des vœux, faisait le bilan de l'action menée par l'État pour l'emploi en 2013 et notamment en Midi-Pyrénées, une région vertueuse. La région Midi-Pyrénées est plutôt une bonne élève sur les emplois aidés, notamment sur ce qui a été mis en place par ce gouvernement, à savoir les emplois d'avenir, puisque l'objectif l'objectif fixé par le gouvernement pour la région Midi-Pyrénées a été assez largement dépassé. Et ce sont près de 3 000 jeunes, un peu moins de 3 000 jeunes qui sont entrés en emploi d'avenir sur le territoire régional, ce qui est assez remarquable. D'autant qu'une bonne partie de ces jeunes gens sont issus de quartiers dits sensibles ou quartiers difficiles. Donc c'est effectivement une région plutôt bonne élève dans cette démarche. Concernant les derniers chiffres, le chômage a augmenté de 7,9% dans notre région, alors que nous sommes seulement à 6% au niveau national. On compte 154 700 chômeurs de catégorie A qui n'ont pas du tout travaillé ce mois-ci. Et au total, catégorie A, B et C, ce sont 230 000 personnes qui sont sans emploi. Le point noir en Midi-Pyrénées, le chômage des seniors. La courbe du chômage des seniors, elle, a continué à augmenter. Donc il y a un sujet très, très particulier concernant le chômage des demandes d'emploi des seniors. J'ai pris des dispositions puisqu'il y a un outil, le contrat d'accompagnement à l'emploi, le CAE, qui existe pour accompagner les entreprises ou les inciter. Et j'ai pris une décision il y a quelques semaines en portant l'aide de l'État à 90% du SMIC. 90% du SMIC pour l'emploi d'un senior, c'est un effort très considérable que j'accorde pour essayer effectivement d'inverser la courbe du chômage des seniors. Et le secteur privé est sensible à tous ces emplois aidés ou c'est plutôt le secteur public qui embauche? Les deux, puisqu'il y a
Il y a un dispositif d'emploi aidé qui s'appelle le contrat initiative emploi, qui est une aide de 35% du SMIC aux entreprises, qui est un dispositif qui fonctionne très bien en région Midi-Pyrénées. Et légalement, pour les emplois d'avenir, 10-15%, mais là je le fais avec modération, pour pas qu'il y ait d'effet d'éviction. Ouais. Je le fais avec modération, donc ça fonctionne très bien. Enfin, il y a un troisième dispositif qui s'appelle le contrat de génération, où sont liés en même temps des jeunes gens et des seniors, avec une aide de l'État, qui là aussi fonctionne correctement en Midi-Pyrénées. En tous les cas, nous sommes au-dessus de la moyenne nationale pour ce qui est de notre part. François Hollande viendra normalement en fin de semaine à Toulouse. Il devra démontrer comment la baisse des dépenses publiques et la hausse des emplois aidés par l'État sont compatibles. 2014, c'est aussi, vous le savez, l'année des municipales. Les électeurs sont appelés aux urnes les 23 et 30 mars prochains. Gros plan ce soir sur une nouvelle candidature à gauche, le sénateur Jean-Pierre Plancade. Oui, il est conseiller général, membre du groupe RDSE, le Rassemblement démocratique et social. Il a inauguré son local de campagne, avenue Étienne Billière, c'était fin décembre. Et il se lance dans la campagne, une campagne sans étiquette sous le slogan « Aimez Toulouse ». Tout un programme, vous l'avez rencontré Pascal, on regarde son portrait tout de suite. L'homme de la troisième voie, c'est ainsi que Jean-Pierre Plancade aime se définir dans cette campagne pour les municipales. Sous le slogan « Ils aiment le Capitole, nous aimons les Toulousains », le sénateur de la Haute-Garonne fait allusion à Pierre Cohen et Jean-Luc Moudenc et promet un programme plus ambitieux que les leurs. Je veux dire aux Toulousains qu'ils ne sont pas condamnés à voter pour l'UMP ou pour le PS. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? Si personne ne fait rien, on est en train de reproduire ce qui s'est passé il y a 6 ans plus tôt. Nous avons un maire sortant qui n'a pas convaincu. Bien sûr, il nous dit que la ville avance. Mais moi, je note qu'aujourd'hui, la ville qu'il nous propose, elle avance à 17 km/h. Celle à laquelle j'ai participé pendant un temps, en tant que président fondateur de Tissédo, elle avance à 40 km/h avec une rame toutes les minutes. Voilà. Et puis, nous avons un autre candidat de l'UMP qui, lui, nous explique qu'il va faire après-demain ce qu'il n'a pas fait avant-hier. Je crois qu'il n'y a que lui pour le croire et quelques-uns de ses colistiers. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, Toulouse n'a pas besoin d'un gestionnaire, mais elle a besoin d'un visionnaire. Ni l'un ni l'autre n'apporte une vision à Toulouse. Ancien président du SMTC, syndicat mixte des transports en commun, Jean-Pierre Plancade annonce un plan de transport ambitieux et défend la création d'une 3e ligne de métro de Saint-Martin-du-Touche à la ZAC Malepère, à la limite de Saint-Orens-de-Gameville. L'emploi, l'environnement, l'éducation et la sécurité sont ses autres priorités. Bien sûr, la sécurité, tout le monde en parle et c'est une nécessité absolue. Moi, je suis un laïc et un républicain convaincu. C'est-à-dire que, en fait, je veux qu'il n'y a pas de zone d'ombre dans le territoire toulousain. Il ne faut pas qu'il y ait de sous-quartiers, et en même temps, il faut qu'on puisse aller dans tous les quartiers de Toulouse en paix et en tranquillité, que ce soit au Capitole ou que ce soit à la Raillerie, par exemple. La liste de Jean-Pierre Plancade est bouclée. Dans les prochaines semaines, le candidat d'hiver gauche qui veut rendre les clés de la ville aux Toulousains révélera les détails de son programme. Un mot d'aéronautique à présent, ce début d'année, l'occasion de dresser des bilans et on peut dire que celui d'Airbus est pour le moins exceptionnel. D'ailleurs, EADS Group a été rebaptisé Airbus Group, vous le savez Pascal. L'avionneur européen qui est donc le seul a priori à ne pas faire les frais des 5800 suppressions de postes annoncées en décembre dernier par Tom Enders. En 2012, Airbus représentait 54% du chiffre d'affaires global du groupe EADS et 68% de ses revenus. Les détails dans ce reportage. 2013, millésime exceptionnel pour Airbus. Avec plus de 1400 commandes engrangées, l'avionneur européen est en passe de réaliser la meilleure performance commerciale de son existence et de laisser son rival Boeing loin derrière. On comprend mieux ainsi pourquoi les dirigeants de ADS ont décidé de rebaptiser le groupe Airbus. Oubliez donc les ambitions militaires, le géant européen veut désormais baser son développement sur la croissance de l'aéronautique civile. Airbus Group est même devenu, selon son big boss Tom Enders, une entreprise normale. Paris et Berlin ne détiennent plus que 12% du capital chacun, sans droit de veto. Au calendrier 2014, les premières livraisons de la 350 prévues au second semestre. Le programme d'essai se poursuit. Le premier A350 a déjà effectué 330 heures de vol. 4 appareils sont attendus d'ici la certification à l'été 2014 et le premier vol commercial en septembre ou en octobre.
Sans transition, ils ont bien failli voir rouge et c'est justement le rouge qu'on allait leur interdire. Les tatoueurs sont finalement soulagés. Il n'y aura pas d'interdiction d'utiliser certains pigments comme le suggérait une directive gouvernementale en fin d'année dernière. La Direction générale de la santé est donc revenue sur la polémique qui grondait dans le milieu du tatouage, Pascal. Un arrêté ministériel du mois de mars 2013 interdisant 59 colorants sur les 113 utilisés dans les produits cosmétiques et notamment dans les encres de tatouage. Or, tant qu'aucun effet néfaste sur la santé n'aura été démontré, les tatouages en couleur seront donc autorisés. Nous étions allés dans un salon de tatouage avant les fêtes en pleine polémique. C'est le grand format de cette édition. Sarah a 21 ans, son cadeau de Noël à elle, c'est un tatouage. Son premier, pas anodin puisqu'elle a choisi le portrait de l'écrivain féministe Olympe de Gouges dans le dos et en couleur. Comme j'ai un dos qui est assez grand, je trouvais ça joli. Et puis Olympe de Gouges, parce que c'est une femme que j'ai étudiée. Et en fait, pour la petite histoire, je lui ai mis un bandeau rouge sur les yeux en fait parce que dans le monde des historiens, elle a été très longtemps oubliée. Elle a été vue très longtemps comme une prostituée de luxe qui écrivait un bouquin de temps en temps. Et donc j'ai mis un bouquin rouge, couleur rouge parce qu'elle était révolutionnaire, et un bandeau sur les yeux parce qu'elle a été oubliée et très peu étudiée par les historiens. Depuis le mois de mars 2013, le monde du tatouage se mobilise contre un arrêté demandant la suppression de certaines couleurs ou pigments. Au départ, toutes les couleurs dites chaudes, le orange, le jaune et tous ses dérivés, le rouge notamment, considérés comme un pigment instable et qui peut provoquer un rejet avec réaction irritante ou même allergique. Cependant, en 15 ans de pratique, ce tatoueur a noté 6 cas de rejet et rappelle les règles d'hygiène de base avant le tatouage, une peau bien propre et après la séance. Il y a une semaine de soins à faire sur son tatouage parce que ça reste toute une plaie, donc il y a des pommades à mettre sur ce tatouage, à passer pendant une semaine, 3-4 fois par jour, se doucher normalement avec un savon pH neutre, il n'y a pas forcément de pansement à faire, il faut le laisser à l'air libre au maximum, et puis éviter d'aller faire l'idiot je sais pas, dans la mare au canard, d'aller se baigner dans le port de Nice ou à la piscine, voilà, faut pas se baigner, on a le droit à la douche. Exposition au soleil, ça c'est vraiment proscrit parce que ça, s'il y a un ennemi, c'est bien les UV. Aujourd'hui, les produits de tatouage ont évolué, il y a aussi plus de contrôle dans les centres. Maintenant, on est obligé d'avoir des pigments avec une norme CE, avec une date d'expiration, avec un numéro de lot, de manière à ce qu'il y ait une transparence. En cas de souci, comme c'est déjà arrivé dans certains lots, de pouvoir les retirer très rapidement. Donc nous, le principe de précaution en tant que professionnel, on le pratique depuis déjà très très longtemps en fait, c'est pas nouveau. La profession de tatoueur n'est toujours pas reconnue en France. Certains ont un statut de profession libérale, d'autres comme ici sont installés en tant que commerçants. Une reconnaissance que les tatoueurs demandent depuis plusieurs années pour se différencier des scratchers, les travailleurs clandestins, qui tatouent chez eux, bien souvent dans des conditions d'hygiène douteuses et sans aucun contrôle, contrairement aux professionnels qui ont pignon sur rue. On est obligé d'avoir une formation en hygiène, sur les risques bactériologiques et infectieux, qui est de l'ordre de 21 heures, et pour avoir le droit de tatouer sur le sol français. C'est obligatoire. Si on n'a pas ça, on ne peut pas tatouer sur le sol français. Et à la suite de cette formation, on est obligé aussi de se déclarer à la préfecture ou auprès de l'ARS, selon les régions. Donc on est fiché, on sait, on a notre pratique, et à côté de ça, on a aussi des abonnements, on va dire, avec des sociétés de ramassage de déchets qui sont spécifiques, tandis que ces gens qui sont chez eux, à mon avis, pour la plupart, mettent leur poubelle dans la poubelle de monsieur et madame tout le monde. Pour s'assurer du sérieux d'un tatoueur hygiène et sécurité, n'hésitez pas à passer la porte des différents salons à Toulouse, il en existe une douzaine. Vous pouvez également exiger de voir la fameuse attestation de formation. Consultez aussi le site du SNAT, le syndicat national des artistes tatoueurs, sur lequel sont listés tous les professionnels. Assurez-vous enfin que le tatoueur utilise du matériel à usage unique. Un tatoueur qui a pignon sur rue, c'est déjà une première garantie. En attendant que le rouge soit ou non interdit dans les centres de tatouage, le SNAT indique qu'à ce jour, aucun cas de cancer dû au tatouage n'a été démontré. Une fiche d'information client du ministère de la Santé vis-à-vis du tatouage est en ligne sur le site du syndicat national des artistes tatoueurs. Et le week-end prochain, ce sera la 7e édition Toulouse Tattoo à l'espace Diagora-la-Beige. C'est l'occasion, Sophie, un petit tatouage, ça vous tente? Vous allez vous faire tatouer TLT en bas du dos, j'ai appris ça, Pascal. En voilà une idée.
Elle a été, bien malgré elle, l'attraction de cette fin d'année dans la Ville Rose et plus précisément dans la Garonne. La péniche restaurant l'aéroport à Marais, quai de la Dorade, a vu sa coque en acier couler au fond du fleuve. Spectacle désolant. Les détails avec Déborah Buissou. Tout Toulouse en a parlé durant ses vacances de Noël. Elle a beau s'appeler le Tenace, cette péniche qui abrite le restaurant L'Arrêt au port, fermé l'hiver, ne cesse depuis le 22 décembre dernier de s'enfoncer dans les eaux de la Garonne. L'intervention des pompiers le soir même n'aura pas suffi à remettre la péniche d'aplomb. Malgré un système de pompage, le bateau reste couché sur le côté droit et son pont arrière est envahi par les eaux. L'origine de cet incident demeure floue, malgré l'inspection menée par un plongeur. L'hypothèse mise en avant est celle d'une infiltration liée à de légères fissures. L'état de la péniche avait déjà été pointé du doigt par le réseau fluvial qui en avait alerté la mairie, propriétaire du bateau. D'ici la fin du mois, la péniche devrait être conduite au port technique de Ramonville pour être réparée. Ce sera donc la fin de ce conte triste de Noël. Direction Ernest Vallon pour la 16e journée de Top 14. Hier, le Stade Toulousain a dominé Clermont, premier du classement, 19 à 12. Et le défi était de taille, mais les Rouges et Noirs l'ont relevé et se sont du même coup emparés de la 4e place du classement. Résumé de la rencontre avec Marie Larpent tout de suite. Les Toulousains restent fidèles à la Ville Rose et le Stade Ernest Vallon leur porte chance. Ils ont signé leur 9e victoire consécutive à domicile hier face aux Auvergnats. L'affiche était belle et la rencontre a tenu ses promesses. Les deux équipes se sont suivies au coude à coude. Les Rouges et Noirs ont joué la carte de la défense, une défense précise et efficace puisque l'ASM, reconnue meilleure attaque du Top 14, n'a marqué aucun essai. Clermont a ouvert le score à la 9e minute avec une pénalité de James. Toulouse n'a pas tardé à réagir et c'est Maxime Médard qui a marqué le seul essai de la rencontre, transformé par Jean-Marc Doussin. Un essai qui fait parler de lui puisque marqué d'un évident en avant, Guy Novès l'a reconnu lui-même. Mais les règles ont changé, seule la position des mains compte désormais et l'essai toulousain a donc été validé par l'arbitrage vidéo. L'homme du match, c'est Jean-Marc Doussin qui a inscrit à lui seul 14 des 19 points toulousains. Après la transformation de l'essai de Médard, il a marqué 3 pénalités et un drop. Au terme de ce match, le Stade Toulousain est remonté à la 4e place du classement du Top 14. Les Clermontois, quant à eux, conservent leur place en tête avec 50 points devant le Stade Français et Castres. Les Rouges et Noirs ont pu reprendre confiance avant le prochain match qui les opposera aux Saracens dans le cadre de la Coupe d'Europe dimanche 12 janvier. Une rencontre capitale pour la saison européenne. Et on termine avec Anna, spectacle à voir au TNT à partir de mercredi et jusqu'à samedi 11 janvier. Emmanuel Domas adapte le film mythique de Pierre Koralnik, le monument de la culture pop des années 60, écrit par Jean-Loup Dabadi et Serge Gainsbourg. Anna, c'est un chassé-croisé amoureux, toujours aussi contemporain. Et après Anna Karina et Jean-Claude Brialy, les deux héros prennent les traits de Cécile de France et Grégoire Monseignon. Et oui, et d'Anna, on se souvient de certains des plus grands tubes de Gainsbourg, comme par exemple Sous le soleil exactement. On assiste aussi à la naissance de son goût pour les duos avec les chanteuses-actrices muses, des projections vidéo sur les murs, des incrustations, des reflets, des miroirs, de la musique. Comme image, un spectacle à ne pas manquer. On en regarde quelques extraits tout de suite. Pourtant, je ne peux pas me passer d'elle. Après tout, elle est à qui veut bien la regarder. C'est l'amour en trompe-l'œil, quoi. Je suis celle que l'on épingle, la plus vampe des vampes. Je suis la fille que l'on colle sur les palais d'habitude. Da 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 da. Voilà, Anna, à voir au TNT du 8 au 11 janvier. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir Pascal, merci de m'avoir accompagné. Demain, c'est Jérôme Bolloc que vous retrouverez à cette même place pour un point complet sur l'actualité toulousaine. Excellente soirée sur TLT.